Moi, j'ai juste noté une phrase en fait qui m'a un petit peu interpellé de Jean-Michel Ribes. Je vais la retrouver parce que je l'ai prise en photo. Parce que vous parliez des gens qui réclamaient un Trump. Et vous disiez il faut plutôt penser à un Trump de gauche. Mais des fois, je me demande si effectivement la colère peut s'orienter de diverses façons et parfois façon inquiétante. Donc ce que Jean-Michel Ribes a dit sur France Info, c'est Trump est un gros con qui ne m'intéresse pas, qui a été élu par des catégories humaines qui ne m'intéressent pas. Et c'est la deuxième partie de la phrase qui, quelque part, me pose problème, parce que je me dis, est-ce que c'est pas une forme de mépris Sans blague. Et voilà, et c'est ce qui, en plus, dire aux gens, faites pas ça, c'est le meilleur moyen pour qu'ils le fassent. Qu'est-ce que tu penses de... Je pense que je suis en complet désaccord avec Jean-Michel Ribes, puisque d'abord, comment dire que Trump ne nous intéresse pas. De toute façon, il nous intéresse puisqu'il va avoir des conséquences ici et pour l'ensemble de la planète. Donc déjà, et quand un phénomène politique comme ça se produit, il faut chercher à le comprendre. Je le disais déjà à propos de Marine Le Pen, mais moi, ça fait des années. Vous savez, quand il y a tous les gens qui ils me disaient, ouais, mais c'est des sondages, ou alors le plus gros parti de France, non, c'est pas le Front National chez les ouvriers, c'est l'abstention. Je disais que c'était des conneries. Qu'il suffisait d'aller au bistrot à côté de chez moi pour comprendre qu'elle était en train de marquer des points chez nous. Donc, et c'est pas en se voilant les yeux en disant ça maintenant. Non, moi, les gens qui ont voté Trump, ils m'intéressent. Et les gens qui votent Front National dans ma région, ils m'intéressent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me construire un ghetto pour le ghetto gauchiste où on sera bien entre potes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, c'est évident que c'est pas du tout ma ligne politique. C'est d'aller comprendre d'abord et chercher ce sur quoi je peux m'appuyer dans cette colère et essayer de la faire, de l'orienter, de lui donner une autre direction. Voilà, c'est ça qui... Moi, je me revendique populiste. Il faut savoir que la seule définition qui existe dans le dictionnaire à propos du populisme, c'est courant littéraire s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Donc c'était le courant de Yves Gibault, de Henri Calais et ainsi de suite. Bon, et je pense que décrire avec réalisme la vie des gens du peuple, c'est la première mission du journaliste. Si on comprend pas comment vivent les gens du peuple, comment on peut comprendre comment ils vont réagir, enfin voilà, donc là, je pense qu'il y a absolument à comprendre le vote Trump aux États-Unis et il y a absolument à comprendre le vote Marine Le Pen en France. Si ce sont des catégories souffrantes, c'est raison de plus pour que je m'intéresse à elles. Et non pas pour que je fasse comme s'ils n'existaient pas. Voilà. Donc non, évidemment, je suis en désaccord complet. Une autre question? En fait, vous vous présentez aux législatives, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est quand? Ah oui, puisque j'ai pas précisé que c'était pour les législatives. Ah putain. Ah non, mais oui. Les législatives, c'est les 11 et 18 juin. Voilà. J'avais une question en fait pour savoir quand en fait du coup une entreprise décide au final de délocaliser, quelle démarche on peut faire pour éviter qu'elle s'en aille? Tu veux dire quelle démarche en tant que citoyen? Alors, ou en tant que dirigeant politique? Les deux alors du coup. Bon, en tant que citoyen, tu sais, moi, c'était le premier truc, quand je suis allé voir pour le lave-linge, donc le premier plan social que j'ai vraiment suivi, j'étais avec les gens de la CGC qui étaient super sympas avec moi et tout ça. Et donc, je discutais avec eux et ils me disaient, ouais, on croit beaucoup au commerce équitable et tout ça. Est-ce que la solution, c'est on va aller mettre des autocollants Made in Picardie chez But et Darty? Mais moi, ça me paraissait... J'étais jeune, hein, c'était en 2002, donc je sais pas, j'avais 25 ans ou un truc comme ça. Ça me paraissait être complètement déconnant. On a une hémorragie d'emploi due à des choix en matière de mondialisation, et ce qu'on va aller faire, c'est aller mettre des autocollants comme des sparadraps sur une hémorragie. Ben, ça va pas du tout. C'est pas du tout à la hauteur. Bon, moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'ordre grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes, et donc, moi, je suis favorable, je le redis, à des prises de décision en matière de barrières douanières, de taxes aux frontières, de quotas d'importation, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il y a une réponse macroéconomique, ça résoudra peut-être pas tout, mais une réponse macroéconomique à apporter autant sur le plan économique que aussi sur le plan politique. Je veux dire, aujourd'hui, les gens, dans mon coin, parce que il y a ceux qui ont été dans l'industrie et ceux qui en sont sortis à coups de pied au derrière déjà, quoi, qui sont convertis dans les services et tout ça, ils parlent de taxes, c'est tout. Et si on veut se faire entendre, il faut parler de ça, hein.
On ne peut pas éviter ce sujet. Donc après, est-ce que si on menace suffisamment l'Union européenne de barrer libre circulation des capitaux et marchandises dans tous les traités et puis tout ça, on arrive à une réorientation de l'Europe? Je suis sceptique. Je pense qu'en même temps qu'on va, mais après là je discute comme ça, un peu comme si on serait au bistrot, quoi. Mais il faut penser en même temps qu'on va, qu'on entame un bras de fer avec Bruxelles, Francfort et tout ça, il faut penser à une autre Europe à construire avec sans doute les pays du Sud qui sont aussi très largement en souffrance. Et moi, ce que je reproche, le premier reproche à François Hollande, c'est de ne pas avoir commencé. S'il voulait changer l'Europe, moi, j'y crois pas trop, mais s'il veut changer l'Europe, il faut qu'il construise une alliance à l'échelle internationale pour la changer. Il a été élu en 2012, il aurait dû commencer par aller chercher l'appui, y compris des gouvernements de droite en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce et tout ça, rassembler tout ça et aller ensuite négocier une réorientation de l'Europe avec Bruxelles, avec Angela Merkel. Et il n'a pas voulu, il n'a pas fait ça. Au contraire, le premier signe de politique extérieure qu'il donne, c'est au moment des législatives en Grèce, c'est au même moment que les législatives en France, et il dit à la télévision, il donne une interview à la télévision grecque en disant ne votez pas Syriza. Faites pas de bêtises. Alors que évidemment que Syriza pouvait être un point d'appui s'il voulait vraiment changer l'Europe, parce que la perspective de Syriza n'était pas de sortir de l'Europe. Donc plus il y avait de points de fuite en Europe, et plus il pouvait s'appuyer dessus. Eh ben, il a joué la stratégie du bon élève avec Merkel, et puis dans un face-à-face, eh ben, il s'est fait tordre, quoi. Et même, il n'a même pas essayé de faire de face-à-face, il ne s'est pas fait tordre, ça c'est encore... J'ai une question toute simple. Est-ce que tu peux nous expliquer ton t-shirt? Alors moi, je cherche à m'appuyer sur les symboles populaires. C'est le cas dans Merci Patron. Je veux faire un film qui permette à toutes les classes d'être bien à l'intérieur du film. C'est pour ça que le titre, c'est Merci Patron. D'ailleurs, un titre trouvé par Marie-Hélène Bollard, la déléguée CGT, tout simplement, qui se met à chanter Merci Bernard au milieu du film. Il y a Robin des Bois à l'intérieur, il y a la petite maison dans la prairie, il y a un certain nombre de symboles comme ça, de culture populaire. Et je pense qu'il faut... C'est pour ça que je joue au foot le dimanche, qu'on joue au foot demain à Haucourt-sur-Somme. Bon, monter une équipe de foot, on ne va pas monter une équipe d'un truc que les gens ne connaissent pas, quoi. Et La Fleur est donc... alors, une marionnette née au moment de la Révolution française. En fait, La Fleur, c'est un mec qui, sur un cortège où il y avait un évêque et puis tout ça, ça devait être le jour du Sacré-Cœur ou un machin, il s'est mis à protester contre l'évêque, il s'est fait couper la tête, quoi. Bon, voilà, son cas a été réglé. Et ensuite, il y a eu des gens qui se sont revendiqués de La Fleur à Amiens, comme en gros celui qui emmerde l'ordre. Et c'est devenu une marionnette au moment de la Révolution française. Un cabotant qui donc était, on va dire, c'est un Zorro à la cape rouge et qui boit du rouge, quoi. Donc voilà. Et ensuite, dans l'entre-deux-guerres, il y a le maire communiste d'Amiens qui s'appelle René Lamps, qui n'était pas maire à l'époque, qui était juste un instit plutôt anarchiste, qui, avec ses copains, a mis des Lafleur dans une camionnette et a fait la tournée des villages avec sa petite caravane pour donner des spectacles de La Fleur. Donc voilà, je pense qu'on peut se revendiquer d'un La Fleur qui veut délocaliser les coups de pied au cul à Paris, quoi. Voilà. Bonsoir. Je voulais poser une question, c'est est-ce que ça a été facile, est-ce que ça peut se renouveler dans beaucoup d'endroits, de faire fédérer la France Insoumise, le PC, Ensemble et les écolos, c'est ça que tu as dit, hein, et quelle réaction il y a autour dans les autres circonscriptions, même partout en France, quoi. Est-ce qu'on peut juger de la capacité des gens de faire ça dans beaucoup d'endroits, parce qu'on a vu l'expérience aussi des moments aux dernières législatives où le PS est passé avant Mélenchon, et voilà, donc, et puis je me rappelle aussi qu'on a fait le serment de ne plus jamais voter PS. Donc l'union s'est passée comme sur un lit de pétales de rose. Non, c'était évidemment très compliqué en termes de négociation. Et heureusement que j'avais... que je pouvais travailler le local, mais aussi des fois passer par le national et tout ça, quoi. Donc on va arriver sur une situation qui est en l'état non reproductible, mais l'objectif, c'est de montrer que justement, quand on est unis,
c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3, quoi. Et qu'on peut avoir un effet démultiplicateur. Ensuite, ça, c'est pas gagné. Moi, je sais qu'on va mener une très belle bataille sociale. Donc, le 17 février, c'est le lancement de la campagne à Flics Secours, comme vous l'avez compris. On va avoir un convoi de voitures qui va partir de Longo, traverser la circonscription jusque Flics Secours, et de l'autre côté de Abbeville jusque Flics Secours. On va faire des manifs au péage pour protester contre les hausses des tarifs autoroutiers. Enfin, on va faire tout ce genre de choses-là. Donc, je sais et je sens que ça catalyse. Aujourd'hui, c'est comme si ça cristallisait plein d'énergie. Brigitte, aide-soignante, qui a jamais milité nulle part, eh ben, elle vient pour faire un merci patron dans son salon, et puis elle vient à la formation porte-à-porte pour son village de Piquigny. Il y en a un, Hubert, qui vient nous réparer notre carreau, alors qu'à Fakir, quand on plante un clou, on va au service des urgences derrière, quoi, voilà. Donc voilà. Ça catalyse plein d'énergie. Il y a déjà 200 volontaires pour le porte-à-porte sur la Somme, donc, alors qu'on n'est pas encore entré en campagne, en pré-campagne. Donc il y a un truc qui se cristallise. Maintenant, quelle sera la traduction électorale de ça? Parce que je dirais que d'habitude, quand on mène une lutte sociale, si on arrive à mobiliser 1% des gens, on a une belle lutte et on peut gagner. 1% des gens, dans le cas de Merci Patron, c'est 500 000 à 600 000 spectateurs, quoi. Voilà, en gros. Dans le cas d'une bataille électorale, on sent qu'il faut réussir à aller beaucoup plus profondément dans le corps social. Mais c'est aussi ce qui m'intéresse. Je me souviens qu'au moment de Nuit debout, bon, moi, le fait que la France d'éclure ne soit pas représentée était un souci pour moi dans le mouvement Nuit debout. Et donc, je m'étais amusé à faire une petite vidéo à Flics Secours en demandant aux gens qu'est-ce que vous pensez de Nuit debout. Et les gens, ils savaient même pas que ça existait, quoi. Et j'avais rapporté ça place de la République, ce qui avait été très mal reçu. Bon, mais voilà, l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est d'être à Flics Secours. Et de ne pas faire un truc dans le ghetto, pour ainsi dire. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Donc je sais qu'il y a une difficulté, c'est comment on va vaincre cette passivité, voilà, il faut rentrer beaucoup plus profondément dans le corps social, et c'est une bataille quotidienne. C'est juste pour vous dire que les feuilles, on les récupérera à la fin quand vous ressortirez. Voilà, avec Marlène, on vous attendra. Et on a des crayons, et il y a devant, je ne sais pas si devant tout le monde aussi. a vu. Voilà, merci. Devant, il y en a qui n'ont pas eu la feuille. Ouais, j'ai surveillé ça. Bonsoir. Puis je vois que ça ne remplit pas, je suis un peu inquiet. Bonsoir. Les négociations consistaient en quoi, c'est là? Pardon? Ici. Oui. Les négociations consistaient en quoi, en toute transparence, du coup? D'abord, moi, je voudrais dire que quand on fait une lutte sociale, il y a des négociations. Donc je vais vous dire pour les luttes électorales, mais les luttes sociales, il y a des négociations. Quand en 2010, sur les mouvements des retraites, on bloque la zone industrielle et qu'on arrive à mettre la CGT Goodyear, Solidaire et tout ça ensemble, avec les cheminots, c'est des tas de négociations, de rencontres, de tout ça, d'aller d'un point à un autre entre des gens qui ne veulent pas se parler et tout ça. Donc voilà, toute bataille, elle a des cuisines pour qu'on puisse y aller tous ensemble. Dans le cas de mon film, il y a des négociations très musclées avec le producteur pour que le film sorte dans de bonnes conditions et tout ça. Et donc, il n'y a rien qui se passe aisément. Et donc, il y a eu des tractations de la même manière sur la suppléance, à qui vont les sous, est-ce qu'on signe la charte, pas la charte, enfin des tas de trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Qui m'intéresse. Écoutez, moi, franchement, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Moi, je trouve que ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai dit d'emblée. Là, je me suis pas encore déclaré, mais j'ai dit d'emblée, les gens, ça les intéresse pas qu'on leur dise que les communistes, ils sont avec les Verts et les Insoumis ensemble. Ils en ont rien à foutre. Est-ce que ça a influé sur votre programme? Non. Le premier programme original. Non, mais ça. Je peux revenir là-dessus, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de sortir dans les médias demain en disant voilà, ça y est, on a fait l'unité, c'est super. Les gens. Ça devrait aller de soi qu'on soit ensemble. Donc pour eux, c'est pas une nouvelle. La nouvelle, c'est de dire, notre première action, c'est d'aller distribuer un tract devant chez Whirlpool qui met en cause la libre circulation des capitaux et des marchandises. Voilà. Et la première action, elle doit être tournée vers l'extérieur et non pas être tournée vers notre nombril à ce qu'on a réussi, à qu'est-ce qu'on est content de l'avoir réussi. Non, pour les gens, c'est un espèce de ça va de soi. Maintenant, sur le programme, non, ça influe pas. Moi, tu sais, le programme, je considère que c'est pas si important que ça. Je veux dire, les gens, de toute façon, ils croient pas qu'on va le mettre en œuvre, le programme. Mais c'est pas ça, mais qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, ils acceptent que vous soyez unis derrière votre étiquette? Parce que celui qui ne suit pas, il aurait l'air d'un con.
Tu vois, donc voilà, voilà, il y a un côté comme ça, on essaye d'emporter le truc, et puis derrière, ils se disent, bah oui, après tout, on va le laisser essayer son machin, quoi. Donc moi je dis, le programme, c'est pas, tu sais, on se cherche des soucis dans les programmes, les machins, est-ce que le SMIC il doit être à 1500 euros, 1700 euros. Les gens, de toute façon, ils croient même pas que le SMIC il va bouger. Les gens, ils savent bien que demain, je vais pas être majoritaire à l'Assemblée nationale, il faut pas les prendre pour des demeurés, quoi. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un programme. Moi, je suis pour la fin des mutuelles et pour passer à 100% de sécurité sociale. Je suis pour la fin du travail détaché. Enfin, voilà, j'ai des tas de trucs comme ça. Donc après, j'ai mes 3 premières mesures. Comme les gens, ils savent ce dont je parle. D'abord, je pense que le rôle à l'Assemblée nationale, il y a une fonction législative, mais il y a autre chose, et c'est ça qui m'intéresse. Il y a une fonction tribunicienne. Vous savez, chez les Romains, on séparait le Sénat du tribun. Le tribun était la voix du peuple qui venait porter devant le Sénat la voix du peuple. Je pense qu'il y a une fonction tribunicienne à l'Assemblée nationale, et c'est déjà une fonction que je remplis, maintenant sans une véritable légitimité, parce que quand vous êtes fakir, la légitimité, c'est du costaud, quoi. Donc voilà, donc la fonction du tribunicienne, je sais que je remplirai cette fonction bien. Et ensuite, je dis, il y a mes 3 premières mesures que je m'applique à moi-même. Donc ça, les gens peuvent savoir que ça va être fait. Mon mandat sera révocable. S'il y a 15% des électeurs, des inscrits à la circonscription qui disent qu'ils veulent plus de moi, je démissionne. Ce que je dis, c'est que ça fait 40 ans, enfin 30 ans, que les députés, ils votent des lois sur la précarité des autres. Pourquoi ils ne l'appliqueraient pas à eux-mêmes, quoi. Bon. Deuxième point, les réserves parlementaires. Un député, il touche entre 130 000 et 140 000 euros par an à distribuer dans sa circonscription. C'est souvent clientéliste, c'est pour se faire réélire, quoi. Moi, c'est un jury populaire tiré au sort parmi des volontaires, comme le fait Isabelle Attard dans Calvados, qui viendra décider des projets qui sont conformes à l'intérêt général et non pas à des intérêts électoralistes particuliers. Ça, c'est la deuxième mesure. Et la troisième mesure, c'est de me mettre... Alors, je suis en train d'évoluer là-dessus, mais je disais me mettre au SMIC. Bon, et puis ensuite verser, avoir une assistante sociale, recruter une assistante sociale qui fait un travail de terrain pour remonter les doléances vers Paris. Je suis en train d'évoluer parce que je pense que c'est mieux de dire que je m'applique au salaire moyen Picard. Mais en gros, voilà. Mais en tout cas, entre 7 100 euros et 2 200 euros, ça fera quand même déjà une grosse différence, quoi. Voilà un peu, et ça trouve un écho chez les gens de dire, au moins il y a 3 trucs qui fera, quoi. Oui, une question. Pourquoi que Merci Patron est passé sur Canal+ et pas sur les autres antennes? Bon alors, déjà, moi, c'est le distributeur qui a été vendre le film et il a très bien fait son travail. Et moi, je ne suis pas contre qu'il ait été vendu à Canal+. Je ne me suis pas opposé avec force colère. De toute façon, Canal+, ils ont un temps de diffusion préalable aux autres chaînes. Ça veut dire que quand bien même... Là, derrière, c'est repris par France 3. D'accord ? Donc, mais... De toute façon, ça n'aurait pas pu être diffusé par France 3 maintenant, parce qu'il faut un délai qui est supérieur entre le moment de sortie en salle et le moment de sortie sur des chaînes non cryptées. Donc voilà la raison. Ils ont géré leur business avec la Bolloré Band, et puis voilà. Moi, de toute façon, depuis le début, je sais qu'avec ce film-là, j'avais une chance de sortir du ghetto et d'aller parler plus largement aux gens. Alors ça suppose une forme de corruption, voilà. Et donc j'ai tout fait pour que le film il soit pas en autoproduction. J'aurais pu être en autoproduction, on aurait gagné davantage de sous, mais on aurait eu moins de gens en face. Donc on a été vers un producteur, et on aurait pu être en autodistribution. On avait choisi aussi d'aller vers un distributeur, c'est-à-dire de tout faire pour que le film sorte du ghetto. Le ghetto que je connais bien. Je fais fakir et j'ai aujourd'hui, c'est 30 000 acheteurs du journal. C'est pas rien. C'est une minorité agissante sur laquelle on peut s'appuyer et puis tout ça. Mais je pensais qu'avec Merci Patron, j'avais un outil qui me permettait et qui me permet encore d'aller parler à tout le monde. Et donc, je n'ai pas envie de me mettre des barrières à moi-même et de dire non, je ne vais pas aller parler, tu vois. Moi, j'ai une question complémentaire. Je me suis plutôt étonnée. Bolloré, il s'était assoupi pour avoir laissé passer la programmation de Merci Patron ? J'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans la tête de Vincent Bolloré. J'ai déjà un t-shirt I Love Vincent. Donc voilà, pour préparer un Merci Patron numéro 2. Donc voilà. Mais... Ouais. Hop, j'ai une question. Justement, ça fait longtemps que tu travailles. Là, si j'y suis, mon diplôme, Fakir. Qu'est-ce qui va se passer pour Fakir et le rôle de Fakir si jamais tu es élu
Moi, tu sais, ça fait 18 ans que je fais ce journal, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve régulièrement, je réinvente le journal régulièrement. Par exemple, il y a eu une réinvention du journal, c'était de passer de local en national. Et il y a eu une autre réinvention inconsciente, mais qui s'est quand même installée, c'est passer de l'information à l'info-action, quoi. Et donc, chaque fois, par exemple, sur les AVS, de prolonger ça, non seulement par vous dire, c'était aussi un truc que je sentais, c'est que la dénonciation aujourd'hui, politiquement, ne fonctionne plus. C'est-à-dire, si vous dites aux gens qu'il y a des usines qui délocalisent en Pologne, les gens, ils le savent. Si vous leur dites que les riches, ils ont des comptes en banque dans les paradis fiscaux, les gens, ils le savent. Si vous leur dites qu'il y a des pesticides dans les pommes, les gens, ils le savent. Et donc, à la limite, même leur répéter ça, ça a un effet politiquement contre-productif, parce que ça ne peut ne faire que renforcer leur sentiment d'impuissance. Donc, il fallait que j'offre à mes lecteurs, et puis à moi-même aussi, le sentiment d'avoir prise sur quelque chose. Même si ce n'est pas prise sur des choses immenses, mais prise sur le destin des Clures, sur Madame Gueffard, là sur les AVS. Enfin, vous voyez qu'on essaye de reprendre un peu en main notre destin commun, que ça commence par un petit bout, mais déjà sur un petit bout, on essaye quelque chose et parfois on y arrive. Et c'est dans cette dynamique-là que j'inscris mes lecteurs et que je considère pas seulement comme des lecteurs, mais comme un début de militants autour du journal, des causes qu'on défend, enfin, vous voyez, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était première invention, passage du local au national, après, de manière un peu confuse, de l'information à l'action. Et là, je dirais que si jamais je suis envoyé à l'Assemblée nationale, c'est une raison pour moi, en plus de continuer à ce travail et de lui trouver un autre sens, de l'ouvrir. Parce que moi, je poursuis Bernard Arnault pendant 2 ans, et même à la Jumini, je peux dire, depuis 2005. Je passe 7 ans à poursuivre Bernard Arnault et j'ai toujours pas d'entretien avec lui. Il faut savoir que quand j'ai terminé le tournage du film, moi j'ai considéré que c'était un échec parce que j'avais pas réussi à le rencontrer, quoi. Donc bon, quand je veux aller voir le moindre ministre, je me prends des portes et des portes et des portes et des portes. À l'Assemblée nationale, tous les mercredis, je les aurai en face. Je pourrais les coincer dans un bout de couloir. Il y aura des commissions d'enquête, il y aura tout ça. Donc bah ouais. Mais non. T'as pas peur que ce soit mal vu, justement? Que quoi? T'as pas peur que ce soit mal vu, justement, j'espère que ça va être mal vu. Non, mais justement, qu'il va avoir un rôle politique, justement, et directeur d'un journal. Bah non, mais attends, Jean Jaurès, il a été mal vu, quoi. Bon, ça va. Je veux dire, si je suis mal vu comme Jean Jaurès, je prends directeur de l'Humanité et député socialiste. Si je suis mal vu comme Camille Desmoulins, je prends. Si je suis mal vu comme Jules Vallès, je prends. Donc voilà, il n'y a pas de... Non, moi, je m'embarrasse pas avec ça. Ce que je peux dire, c'est que je suis très à l'aise aujourd'hui avec mon rôle, ce qui n'a pas été... Quand je me suis positionné comme candidat, vous savez, j'en ai parlé comme ça, il est possible que je sois candidat aux prochaines législatives, un peu comme si j'avais une maladie de peau, vous voyez. Non, mais vraiment, un peu un truc honteux, quoi. Mais maintenant, je suis très à l'aise avec ça, et je vois l'utilité que je peux avoir auprès des gens, la manière de faire passer mon discours et tout ça. Donc je suis très à l'aise, et je suis très à l'aise. Je sais que je choisis pas un mandat de maire, parce que maire, c'est la gestion, et moi, j'ai pas envie d'être dans la gestion. Mais par contre, ce rôle d'interpellation, et vous savez, par exemple, sur les caissières, je faisais, par exemple, un exemple, mais sur les caissières à Albertville, donc qui avaient été en grève au ED d'Albertville pendant 3 ans tous les dimanches, quelque chose comme ça, je sais plus combien, 150 dimanches de grève tous les dimanches matins, quoi, contre le travail du dimanche. Bon, je veux dire, ma pensée avec elles, dès que je vais là-bas, c'est de me dire, il faut qu'on fasse une loi. Vous voyez? Mais combien de fois dans mes dossiers, je me suis dit, il faut qu'on fasse une loi. Elles ont écrit la loi, elles ont été soutenues par les socialistes quand ils étaient dans l'opposition. Il se trouve que quand c'est passé dans un bout de l'Assemblée nationale et machin, il se trouve que quand ils se sont retrouvés en responsabilité, à la place, ils ont libéralisé le travail du dimanche. Bon, mais le nombre de fois où dans mes dossiers, je me suis dit, bon sang, il faut faire des lois, parce que moi, je crois à la loi. Je ne crois pas que c'est le consommateur qui va aller acheter un lave-linge étiqueté Made in France. Je crois que si on veut que les produits, ça soit produit localement, il faut des lois. Si on veut que ça ne soit pas pourri à l'intérieur des produits, il faut des lois sur les produits phytosanitaires. Moi, je crois à la loi et à la règle commune qu'on se fixe. Et donc, à partir de ce moment-là, il est pleinement logique que que je souhaite aller dans cette enceinte. À la fois sur le rôle de tribunicien, de porteur de la parole populaire, et sur le rôle d'une volonté de faire des lois. Même si je sais que demain, nous ne serons pas en situation d'avoir des lois qui soient très positives. Je le redoute. Moi, je voulais savoir si
autour de tout ce qui se passe, là, ça peut donner aussi envie, par exemple, à vous deux, d'y aller sur d'autres mandats, quoi, parce que ça, ce serait vraiment intéressant que des gens qui étaient dans des combats, dans des luttes, et puis et ceux qu'on ne voit pas, en fait, dans les instances politiques, et vraiment la volonté d'y aller, quoi. C'est tout le problème de ma candidature, mais je ne vais pas culpabiliser là-dessus, c'est que je n'appartiens pas à la classe ouvrière ou aux classes populaires. Je pense que, compte tenu de mes années de fakir et de la manière dont je suis et tout ça, je porte davantage cette parole que ne le ferait Pascal Boitard, Pascal Demarthe, Stéphane Decailleux, qui lui est carrément un chef d'entreprise. Bon, voilà. Je pense que je le porterai, mais je ne suis pas des classes populaires. Maintenant, le problème qu'on a, c'est une déséducation politique qui dure depuis des années. C'est-à-dire que je reproche, oui, au parti de ne pas amener des députés ouvriers employés à l'Assemblée nationale, mais il y a un autre problème, c'est l'absence d'éducation politique des ouvriers employés. Je veux dire, l'abandon par le Parti communiste des écoles du parti, qui est, par exemple, l'ancien député de ma circonscription, ça a été Maxime Grometz. On peut dire tout ce qu'on veut de Maxime Grometz, mais c'est un mec qui a bossé chez Valeo et qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale, et qui a été porteur aussi, qui était aux côtés des ouvriers dans les usines et tout ça, qui a été porteur d'un certain nombre de propositions que personne d'autre n'aurait portées à l'Assemblée nationale s'il n'aurait pas été là. Il était un peu zinzin, bon, voilà. Mais voilà. Et donc, ceci dit, un Grometz aujourd'hui, ça me paraît très compliqué. C'est-à-dire que Grometz, il a été éduqué par le parti, d'abord par la CGT et ensuite par le parti. Bon, ben voilà, il y a une question comme ça de rééducation, enfin, un travail collectif, on pourra l'entamer, mais c'est pas demain, quoi. D'être habitué à prendre la parole en public. Alors il y en a, hein, il y a encore des tribuns ouvriers, tout ça. Et ensuite, il y a comment, quand on est, par exemple, chez Goodyear, pour le cas de Michael Vamin, qui a été candidat dans ma circonscription aux dernières élections, comment on dépasse ce que Gramsci appelle le corporatisme. C'est-à-dire comment on n'est pas seulement le porteur de la parole des ouvriers, mais comment on parvient à s'adresser au plus grand nombre en intégrant des données qui sont par exemple les données environnementales, des questions comme ça, les données fiscales et ainsi de suite, pour pas en rester à des revendications corporatistes. Quand on se présente à un mandat politique, c'est pas pour faire du syndicalisme de boîte. Donc voilà, il y a ces questions-là qui se posent, quoi. Et une dernière petite question, si tu es élu, c'est port de la cravate obligatoire à l'Assemblée nationale, le t-shirt ou pas t-shirt? Si, c'est vrai. Bon. Puisqu'il y avait un député qui était allé en bleu de travail, pas Patrice trop loin, Carvalho, dans l'Oise. Et il s'est fait... Mais bon, la première chose, c'est que moi, je ne me formalise pas sur les habits. J'étais élève au centre de formation des journalistes à Paris, et j'étais confronté toutes les semaines à mon directeur parce que je portais des revendications, et j'étais habillé en pantalon noir, chemise blanche, et je lui disais mais regardez-moi, moi rebelle, mais j'ai le pantalon noir et la chemise blanche, enfin, vous voyez. Donc bon, s'il faut en passer par là pour revendiquer, c'est pas un problème. Et ensuite, bon, une fois qu'on est à l'intérieur de l'hémicycle, grosso modo, on vous embête moins. C'est là que vous pouvez faire tomber le pull, avoir en dessous le t-shirt et ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Maintenant, il y a des huissiers, il y a tout ça. Bah écoute, on verra. C'est comment faire passer des messages sans que ça devienne clownesque non plus, hein. Alors, une autre question, et on a eu Merci Patron, est-ce que tu as un projet autour de justement de tout ce qui est le mouvement coopérativiste, à un moment donné où on reprend sa boîte, on devient son patron, un peu le mouvement qu'il y a eu derrière le mouvement des Fralib, et puis il y a eu d'autres mouvements comme ça. Est-ce que ça aussi c'est un peu une prise de conscience, c'est une radicalité concrète, et on voit que les choses se construisent aussi de cette façon? Nous on a suivi les salariés d'Ecopla qui ont voulu à Saint-Vincent-de-Mercuse, à côté de Grenoble, reprendre leur boîte sous forme de société coopérative avec des entraves du ministère de l'économie, du groupe italien Cookie, des tribunaux de commerce. Enfin, ils ont tout affronté et c'est en train de se décider, mais on ne sait pas trop ce qui va se décider. Donc on peut c'est l'occasion aussi de dénoncer un peu toutes les mécaniques qui font obstacle à ça, que ce soit les réglementations européennes. Mais c'est ce que si vous étiez abonné à Fakir, j'y suis. Ouais, vous avez. Ah oui, vous l'êtes maintenant. Mais donc sur le tard, mais vous voyez, vous étiez au bord de vous dénoncer vous-même. Donc voilà. Donc on a fait 2 dossiers là-dessus. Moi, ma sœur est responsable et présidente de l'Union régionale des sociétés coopératives Rhône-Alpes. Elle est responsable d'une société coopérative. Maintenant, les coopératives ne règlent pas tout. Elles règlent une partie du problème qui est le problème de la finance, c'est-à-dire des dividendes à verser aux actionnaires. Elles
ne règle pas le problème de la compétition internationale, avec des coûts du travail diminués, et ainsi de suite. Donc il ne s'agit pas non plus d'idéaliser la coopérative, mais c'est une perspective de... Pardon ? C'est aussi une forme de résistance. Oui. Il y a d'autres questions ? Merci. Je sais pas, je suggère un thème pour un prochain film, c'est tout ce qui tourne autour de l'ubérisation et qui est une nouvelle forme d'esclavagisme moderne qui se développe et sur lequel, je pense, il serait bon d'alerter l'opinion publique. Bon. Alors les nouveaux films, d'abord moi je suis un bon obsessionnel. J'aime les obsessionnels parce que je crois que quand on creuse, au fond il n'y a pas de pétrole mais il y a des idées. Donc moi j'ai une bataille, c'est la première circonscription de la Somme. Et pendant 6 mois, j'aurai une bataille, ça sera la première circonscription de la Somme. Quand ce sera gagné, on verra ce qu'on fera, mais voilà. Donc après, même sur les AVS, vous savez, il y a un film différent à faire, qui est par exemple de ce que je décris sur Mario Draghi et puis tout ça, de faire le lien entre Annie et Mario Draghi et de reconstruire ce fil-là à partir d'images d'entretien de tout ça. Ça peut être donc des idées, c'est pas ça qui manque, mais après, bon, sachant qu'un film c'est quand même 2-3 ans de boulot, donc il faut vraiment être motivé au départ et sentir que c'est vraiment un super truc qu'on est en train de faire, quoi. Bon, alors cette répétition générale avant le 11 février, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, merci d'être venu ce soir et d'avoir payé vos 12 €. Alors voilà, je dis pas rembourser parce que c'est pas moi le responsable. Donc, voilà. Et on attend vos questionnaires. Je vois qu'il y en a qui sont pas remplis et qui comptent sortir parce qu'il y a le contrôle des papiers à la sortie. Là, vous pouvez pas sortir si vous n'avez pas rempli votre questionnaire. Attention.